On peut définir la paranoïa comme étant un trouble psychiatrique qui se caractérise par une méfiance excessive des autres, un sentiment de persécution ou de complot autour de soi. Cela peut atteindre un stade extrême où les personnes concernées ont des crises de panique, des hallucinations et des délires paranoïaques. Et si je comprends bien, à partir d'un certain stade, cela devient de la schizophrénie. Il y a beaucoup de films qui parlent de sujets relatifs à la maladie mentale, et il y en a quand même pas mal qui parlent de ce trouble précisément, donc de la paranoïa. Dans cette vidéo, je vous propose 3 films qui parlent précisément de la paranoïa, qui appartiennent tous au genre du thriller, de l'horreur et de la science-fiction, mais qui abordent le sujet de 3 manières différentes. Le premier, on va dire qu'il est plutôt de l'ordre sensoriel, le deuxième métaphorique, et enfin le troisième réaliste. Avant de commencer, je tiens à préciser 2 choses, que déjà je ne suis pas du tout un spécialiste des maladies mentales et encore moins de la paranoïa. Moi je veux juste parler des films, du cinéma, de comment le cinéma retranscrit ce sujet, et aussi qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des films sur la paranoïa, il y en a plein d'autres. Et moi j'ai décidé de vous parler de cela parce que je les ai appréciés. Le premier film c'est Bug, un film américano-allemand sorti en 2006 et réalisé par William Friedkin, qui est notamment connu pour avoir réalisé L'Exorciste. Il s'agit d'une adaptation d'une pièce de théâtre, mais avant tout un très bon thriller paranoïaque, avec une tension qui s'installe dès les premières minutes. Et au bout de son titre, Bug, qui signifie punaise, insecte nuisible, on peut se douter qu'il va y avoir des aspects de body horror dans le film. Le film commence avec une jeune femme du nom d'Agnès qui vit seule dans un motel miteux dans le désert, et le point de départ du récit, c'est le jour où son ex-mari, violent, va être libéré de prison. Elle redoute alors sans cesse son retour, et par le biais de son amie Ercy, elle va rencontrer un jeune homme qui au premier abord a l'air d'apaiser ses tourments et de diminuer sa solitude. Mais la situation va virer lentement au cauchemar à partir du moment où Peter va découvrir des insectes dans la chambre d'Agnès. Le premier élément marquant de ce film, c'est sa réalisation et son montage. On a une caméra qui est souvent en mouvement, mais avec des tremblements, qui traduit une certaine instabilité. On a pas mal de gros plans oppressants et un plan à l'hélicoptère qui revient de manière récurrente, comme si une menace venait du ciel pour venir chercher les personnages principaux. Et d'ailleurs, en parlant d'hélicoptère, il y a de nombreuses références dans le montage et dans la réalisation au film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, et notamment à un certain point de bascule du film, où il s'agit vraiment d'une reprise en termes de montage d'une célèbre scène d'Apocalypse Now, qui a été mise juste avant que les personnages sombrent dans de vrais délires paranoïaques. Il y a aussi le sound design du film qui est très bien pensé, avec des bruits d'apparence anodins qui sont anormalement forts. Le film crée une ambiguïté avec le hors-champ. Il y a certaines choses que le spectateur ne voit pas et n'entend pas, alors que certains personnages si. Et avant un certain point de non-retour, on ne sait pas si on doit croire les personnages, s'ils sont vraiment paranoïaques ou non, et on ne sait pas si ce que l'on voit est réel ou non. Le récit est très bien construit parce qu'on ne voit pas la paranoïa s'installer, et on s'en rend compte alors que c'est déjà trop tard. Même si on se doute que c'est une tragédie, parce que le premier plan du film est un flash-forward, donc une vision du futur, qui laisse entrevoir un cadavre dans une pièce bleue. En plus de faire ressentir le trouble de la paranoïa avec ses aspects visuels et sonores, le film dispose aussi de très bons comédiens. Les 2 personnages principaux sont interprétés par Ashley Judd et Michael Shannon, et ce dernier est assez bluffant, parce que moi j'ai pu quand même remarquer au début du film qu'il s'agissait d'un personnage atteint d'une certaine forme d'autisme, alors que ce n'est jamais dit. Bon, bien sûr, Bug, ce n'est pas un film parfait, il y a quand même des défauts assez visibles, notamment un rythme un peu trop soutenu. Le trouble de la paranoïa évolue un peu trop vite, mais bon, on peut justifier ça parce qu'on est plus dans un film qui fait ressentir le trouble plutôt que d'être réaliste, mais j'avoue qu'il a tendance à être un peu trop sensationnaliste. Et par rapport à la paranoïa, j'ai l'impression que c'est parfois un peu caricatural, mais en même temps ça permet d'aller dans des extrêmes. Je vous conseille fortement ce film et je ne vais pas vous en dire plus, et même pas beaucoup vous en montrer parce qu'il est très facile à spoiler. Mais en tout cas, la fin du film, que ce soit en termes d'écriture, de dialogue, et même visuellement, est une véritable explosion. Mais avant de parler d'un film qui n'a pas tous ses défauts parce que justement il a une approche réaliste, parlons d'un film qui est lié à la paranoïa d'une manière différente. Invasion of Body Snatchers est un film américain réalisé par Don Siegel sorti en 1956. Le titre français c'est L'invasion des profanateurs de tombes, mais il n'a strictement aucun sens. Ce film, c'est la première adaptation d'un roman qui est sorti 1 an plus tôt, en 1955, qui s'appelait tout simplement The Body Snatcher. C'est un thriller de science-fiction horrifique, et même s'il est devenu culte avec le temps, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne l'ont pas vu, et qui ont plutôt vu ses enfants, son héritage, parce qu'effectivement ce film a lancé un sous-genre cinématographique, le Body Snatcher, qui se définit brièvement par des extraterrestres qui envahissent la Terre en prenant l'apparence humaine. Donc bien évidemment un concept qui installe la paranoïa chez les hommes. La structure narrative est construite à partir d'un flashback. C'est un médecin qui rentre dans une clinique en étant totalement paniqué, où tout le monde le prend pour un fou, et à partir de là, on va se plonger dans un flashback qui raconte comment il est arrivé jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce qui est en train de se passer autour d'eux. Il s'agit d'un film de série B, mais le manque de moyens est parfaitement au service du récit. Il n'y a pas de surenchère en termes d'horreur ou en termes de science-fiction. Bon, déjà parce qu'on est en 1956,
mais surtout parce qu'il s'agit d'une invasion discrète, dans le silence et dans l'ombre. Cela crée une atmosphère de tension qui tient tout le long du film et une certaine ambiguïté par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Les personnages se soupçonnent d'être fous entre eux en fait. Mais ce qui fait la richesse de ce film, c'est qu'il a à mon sens au moins deux sous-lectures. Car dans ce film, l'invasion supprime l'individu, elle rend tout le monde pareil, donc tout le monde devient égaux, mais sans émotion. Et ça fait penser un petit peu à la perception qu'avaient les Américains de quelque chose en particulier, en 1956 et même encore peut-être aujourd'hui, à savoir le communisme à travers le monde. Car je le rappelle, en 1956, les États-Unis sont en pleine guerre froide, il y a une chasse aux sorcières qui s'effectue dans le pays pour chasser, pour trouver et débusquer les espions communistes, et il y a une atmosphère de peur que le communisme envahisse le reste du monde. Et c'est vrai que cette métaphore-là paraît assez évidente et je ne suis pas le seul à l'avoir débusquée. Mais je pense que le film est quand même encore plus profond et qu'il y a aussi un autre sens de lecture, à savoir une critique de l'industrialisation et du capitalisme, et plus précisément du Fordisme, donc du travail à la chaîne. Car tels des ouvriers surexploités, les personnages luttent pour ne pas s'endormir, car sinon ils vont être remplacés par leur double extraterrestre. Et cela fait clairement penser à des personnes qui sont complètement aliénées par leur travail, qui se transforment en des sortes de robots, qui ne se rendent même plus compte dans la condition dans laquelle ils sont. Et il y a aussi le fait que l'invasion se fait par le transport et par l'export de cocons dans lesquels sont les embryons extraterrestres. Et ça de manière assez massive. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories, and you're reborn into an untroubled world. Where everyone's the same? Exactly. What a world. La fin du film a été imposée par la production de l'époque, mais malgré tout, personnellement, je trouve qu'elle est intéressante, car il y a un moment où il y a un doute à savoir si on est face à une réelle paranoïa ou non. Ce film-là est aussi imparfait, il y a notamment de grosses invraisemblances des comportements de personnages qui sont des fois un peu aberrants, et aussi personnellement je trouve qu'il n'exploite pas assez le côté double maléfique et le doute qu'on peut avoir par rapport à une personne remplacée. Mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que ce film-là est un véritable précurseur dans ce sous-genre, il pose vraiment toutes les bases. Mais ce manque de vraisemblance et ce manque de réalisme qu'on a pu voir dans Bug et dans Invasion of Body Snatchers, ça on peut vraiment l'oublier pour parler du troisième film, car celui-ci est vraiment réaliste. Take Shelter est un film américain réalisé par Jeff Nichols et sorti en 2011. Il s'agit d'un film d'anticipation avec des aspects de film d'horreur. Alors oui, il y a aussi Michael Shannon, dans un rôle similaire, mais en fait pas tant que ça, puisque l'acteur est très bon et on constate qu'il ne s'agit pas du même personnage que dans Bug. Il est même assez différent, on va dire plus profond, et je trouve que dans ce film-là, l'acteur plus âgé est d'autant plus subtil, et il nous livre même à plusieurs reprises des performances d'acteurs. Il y a aussi Jessica Chastain dans le rôle de sa femme Samantha. Michael Shannon interprète le rôle de Curtis qui, dès le début du film, rêve d'une catastrophe climatique, à base de tornades, de pluies toxiques, etc. Et à côté, sa vie de famille est assez paisible, avec sa femme et sa fille atteintes de surdité. Et en plus de ses rêves, il fait des crises et a d'autres visions, impliquant des personnes et des animaux de son entourage qui deviennent menaçants. Curtis est parfaitement conscient de son trouble, mais au vu de la nature même de ce qu'est la paranoïa, il ne sait pas s'il doit se ruiner pour protéger sa famille en construisant un abri anti-tornade, ou s'investir pleinement dans des soins. Sachant qu'on est aux États-Unis et que ce soit l'un ou l'autre, c'est un réel investissement financier. La réalisation tend vers un certain classicisme, mais la force de ce film est davantage dans la puissance de son récit, dans sa construction narrative. On ressent la paranoïa qui s'installe lentement dans la vie de Curtis, et oui, le film est lent, parfois contemplatif, mais c'est nécessaire ne serait-ce que pour construire convenablement les relations humaines entre les personnages. La vie avec sa femme, avec sa fille, l'amour dans son cocon familial, mais aussi la relation qu'il a avec sa mère, avec des amis de la famille, avec son travail, avec ses connaissances, etc., etc. Mais ce rythme lent, c'est surtout parce que la paranoïa, dans la vraie vie comme dans le film, est une pathologie qui met longtemps à s'installer. Donc ces deux aspects, les relations humaines et le trouble qui grandit dans l'esprit de Curtis, sont parfaitement imbriqués dans le film, l'un influence l'autre, et inversement. Mais tout l'intérêt du film est aussi dans son montage. Il y a des ellipses qui sont marquées par des transitions visuelles fluides. Ce qui est saisissant, c'est que ces scènes d'hallucination et de rêve sont mélangées par le montage au réel. La plupart du temps, on ne les voit pas venir. Pendant quelques instants, on perd le spectateur, pour ensuite le retrouver et lui faire comprendre ce que vit Curtis. Et personnellement, j'ai remarqué que ces scènes-là, précisément, font appel à l'imaginaire collectif qu'on a du film de genre, que ce soit du film d'horreur, du film d'anticipation, de science-fiction, de catastrophe naturelle. Le réalisateur utilise les clichés cinématographiques du film de genre, des similitudes à certains films et même des références, avec notamment la menace de quelque chose qui vient du ciel, un personnage qui contemple le danger, le proche possédé, des aspects de home invasion ou de car invasion,
les oiseaux hitchcockiens ou encore l'environnement qui devient incohérent. Là où tout le reste du film n'est pas du tout du film de genre, qui est plutôt classique, qui est justement relatif à la réalité. Le film, de manière plus subtile, est aussi une critique du système capitaliste américain, avec un personnage principal qui a du mal à jongler entre un travail intensif et sa parentalité, la peur de la fin du monde dans un climat angoissant qui est créé et entretenu par les médias et qui pousse notamment au survivalisme et donc à la consommation, et en plus de tout ça, la difficulté à accéder aux soins. La fin du film, sans la dévoiler, est vraiment déconcertante. Je l'ai vu il y a pas longtemps et j'avoue que je sais pas si je l'apprécie cette fin ou si je la déteste. Mais après tout, j'ai envie de dire pourquoi pas. Elle est assez surprenante et je pense que pas tout le monde peut l'apprécier. Mais en tout cas, elle n'empêche pas d'apprécier tout le reste du film. J'espère que ces recommandations et mon analyse de ces 3 films vous ont plu. C'est là qu'on se rend compte quand même que le cinéma est un prisme assez puissant pour mieux comprendre et faire ressentir ces troubles psychiatriques et les maladies mentales en général. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Je pourrais notamment faire plusieurs épisodes avec d'autres sujets qui n'ont absolument rien à voir avec celui-ci, même sans parler de maladies mentales, d'autres sujets. À chaque fois 3 films sur plein de sujets sont possibles avec ce format, en sélectionnant à chaque fois 3 films qui sont dans la même thématique, mais tout en étant totalement différents. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez en tête d'autres films qui sont bons et qui sont sur la paranoïa en particulier, ou qui comprennent en tout cas ce trouble-là et qui l'exploitent de manière intelligente. Et sinon, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.